Bonjour à tous et bienvenue à l'Open Débrief. Donc c'est le grand retour de votre émission favorite que nous avions suspendue au cours des derniers mois pour cause de Covid. Donc autour de moi, 4 invités pour cette nouvelle édition. Donc un habitué tout d'abord, David Larose, double vainqueur du tournoi de Paris. Bonjour. Bonsoir. David. Bonsoir. Frédéric de Montfaucon, champion du monde et médaillé olympique. Jolan Florimond, champion de France 2017, membre de l'équipe de France. Et Emmanuel Charlot, fondateur et rédacteur en chef de l'Esprit du Judo. Absolument. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Donc pour commencer, je vous propose on abordera 4 thèmes au cours de cette émission. Le premier, ce sera la reprise de la saison en club, mais aussi à l'INSEP. Donc on commencera par ce thème. On évoquera ensuite le championnat de France par équipe qui aura lieu le 3 et le 4 octobre à Brest et qui est la première grosse compétition nationale depuis la crise du Covid. Dans un troisième temps, on évoquera évidemment les transferts puisque le mercato est très très actif cette année et donc on recueillera vos avis sur ce sujet. Et enfin, on abordera évidemment les élections qui ont lieu le 22 novembre, les élections à la tête de la fédération. Alors pour commencer, on va parler de la reprise dans les clubs. Et voilà, vous êtes en contact soit avec les clubs, soit avec le haut niveau à l'INSEP. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est s'il y a un impact du Covid sur les inscriptions en club en ce mois de septembre 2020. Emmanuel. Voilà, si vous interrogez le président de club, qui est un petit peu inquiet, effectivement, parce que autant on a eu des gens qui nous ont appelés, on a eu un peu un ressenti que ça allait repartir, mais avec la tendance actuelle une sorte d'anxiété générale, on voit bien que l'effet est très court. Donc dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde. Les inscriptions, j'en ai pas énormément. Je pense que c'est beaucoup la même chose dans les clubs. Et quand on regarde au niveau national, on voit bien que on était à moins 1000 licences par jour, à peu près. 1000 licences par rapport à quoi? Par rapport à l'année précédente. Donc c'est du date à date par rapport à l'année précédente. Oui, donc on est autour de, et ça augmente un peu puisque je pense qu'on est autour de moins 20 000 à la louche par rapport à l'année dernière à la même date. Ce qui est déjà un problème parce que on sait que ce sont des courbes qui sont assez stables en fait. C'est très difficile de rattraper. Alors il pourrait y avoir des effets de décalage. La plupart des gens qui étaient là l'année dernière, ils ont assumé le fait que les salles ont été fermées à partir de mars. Donc la plupart d'entre eux n'ont pas demandé de remboursement des cotisations. Ils ont assumé, c'est un esprit associatif, ils savent. Mais ils n'ont pas fait de judo depuis le mois de mars, ils n'ont pas fait de judo l'été. Et là, ils reviennent avec envie, mais déjà ils ont un peu perdu de l'habitude. Et ils voient que la situation, finalement, alors que on était optimiste cet été, là, on retombe dans une ambiance assez morose, assez compliquée à gérer pour tout le monde, y compris pour les gens qui pratiquent. Et avant qu'ils reviennent, il va falloir qu'on leur montre que c'est pérenne, que c'est solide et que ça va durer. Et donc, effectivement, l'avenir est très incertain. Est-ce que les gens vont s'inscrire ou est-ce qu'ils vont pas s'inscrire? C'est compliqué. Moi, je reçois, en tant que président, du coup, je reçois des gens qui donnent leur chèque. Tu peux nous rappeler le nom de ton club? Alors, c'est Hippon Club du 5e. C'est un petit club du 5e arrondissement où on aime bien faire du judo. Tu connais, puisque ton fils vient de temps en temps. Et donc, je disais, moi, je reçois les cotisations. J'hésite pour l'instant à les mettre en banque parce que si jamais on ferme, si on peut pas assurer, je pourrais pas. Donc évidemment, on arrive à fin septembre, là les gens sont encore couverts. Si dans 10 jours je peux plus assurer la continuité de l'enseignement, je prendrai pas les cotisations et je ne prendrai pas les licences des gens qui ne pourront pas faire du judo, évidemment. Non. Donc on a pris des licences là déjà pour les compétiteurs. Est-ce que du coup les licences tu les as déjà commandées à la fédération ou tu es en attente par rapport à ça? Alors j'ai commandé des licences pour ceux qui sont concernés par les passages de grade, les anciens qui ont déjà vu le truc, etc. Mais fondamentalement, j'ai reçu, les gens sont arrivés la semaine dernière, donc j'ai reçu leur cotisation. J'attends quelques jours parce que là, je sais pas si je vais assurer en octobre le truc. Donc si en octobre je peux pas faire du judo ou très peu,
Et en plus, les gens vont me demander des remboursements. C'est ça qui va se passer. Donc, Moi, je croise vraiment les doigts pour qu'on Moi, puisse faire ça. je suis assez étonné parce que moi, les bruits que j'entends, enfin, c'est vraiment même dans certains clubs, il y a plus de monde que avant. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu un effort vraiment énorme des associations pour essayer de retrouver voilà, redynamiser, aller chercher un petit peu les adhérents et tout ça. Moi, le sentiment que j'ai sur le terrain, c'est plutôt assez positif. Alors, encore une fois, il y a aussi des clubs qui ont arrêté suite au Covid. Ça, malheureusement, c'est déjà trop tard. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même une énergie qui s'est développée. Et voilà, pour ça, je suis un peu voilà. Je me dis que est-ce que c'est parce que les gens, comme tu le dis, vont attendre vraiment octobre pour dire on va prendre les licences parce que c'est vrai qu'on a toujours le coup pris au-dessus de la tête et puis s'il faut rembourser les gens, voilà, c'est un petit peu là. Peut-être que les gens vont s'inscrire au dernier moment cette année. Il y a aussi Je crois qu'on a les deux phénomènes. C'est effectivement, d'ailleurs, j'ai des amis qui me disent on n'a jamais eu autant de préinscriptions cette année, etc. Il faut reconnaître que la fédération aussi a fait une grosse communication. Il y a un clip qui est pas mal, qui sort. Donc je pense qu'ils ont pris conscience que c'était très important que les gens viennent en début d'année. Mais là, on arrive à une situation, soit ça s'ouvre, et dans ce cas-là, peut-être on peut vraiment sauver l'année, soit au contraire, on arrive dans des trucs un peu douteux. Pendant 1 mois, 2 mois, les gens vont être très anxieux. Et là, je vous dis, les statistiques sont claires. Pour l'instant, le nombre de licences est moindre. Ouais, mais regarde, s'il y a 5500 clubs et que les gens n'ont pas encore pris leur licence parce que, comme toi, ils ont peur que ça soit fermé au mois d'octobre, obligatoirement, ça fait un gros trou de licence, non? Ben, c'est-à-dire que ce que je me dis, c'est que si effectivement la situation s'ouvre, je pense qu'il y a une envie de pratique. Que les gens nous appellent, il y a des gens nouveaux qui se signalent, etc. Ça pourrait être une année correcte. Simplement, il faut qu'on puisse la faire. Et ça va se jouer sur les 2 mois. Et alors, à Sainte-Geneviève, comment ça se passe? C'est à peu près les mêmes chiffres, c'est les mêmes tendances Ouais, à Sainte-Jeanne, à date, on est à peu près entre 10 et 15% de licences en moins. Mais par contre, du coup, pour l'instant, je le dis parce que ma fille, elle a reçu sa licence et moi aussi, mais les licences pour la plupart ont été prises dès que la cotisation a été payée. On attendait vraiment de pouvoir savoir si on pouvait commencer les cours, et à partir du moment où on a commencé les cours, ils ont pris les licences parce qu'il y a des questions aussi d'assurance. Il y a quelqu'un qui se blesse à l'entraînement, et pour l'instant, date, on est à moins 10 ou moins 10%, je crois. Par rapport au nombre de licences, on espère qu'on va pouvoir faire des cours toute l'année. Et pour nous, on a fait une petite com auprès de notre club, auprès de la ville, où les adhérents qui étaient déjà là l'année dernière, vu qu'ils n'ont pas pu profiter du dernier trimestre, on a fait une réduction pour éviter de trop les pénaliser par rapport au temps où ils n'ont pas pu pratiquer le judo. C'était un peu un deal de récompense. Il y a eu beaucoup de demandes de remboursement de licence ou ça Non, a été un sujet... il y en a eu quasiment pas 1 ou 2 demandes. D'accord. Et en fait, on leur a expliqué que au niveau de la trésorerie, c'était pas possible, et que par contre, s'ils reprenaient une licence cette année, il y aurait bien sûr une réduction par rapport à ce qui a été amputé l'an dernier. D'accord. Et alors, à l'INSEP, et Jolan, on a la chance de t'avoir avec nous, comment ça se passe? Comment on gère cet épisode du post-Covid? Je pense qu'au début c'était assez compliqué parce que on avait des informations mais c'était un peu flou. Quand c'est que tu as repris l'entraînement, toi? En fait, ça s'est comment dire, ça a pris on a pris plusieurs étapes en fait. Ouais. La première étape, c'était vraiment de retrouver une certaine forme physique, on va dire, à travers des préparations physiques, des exercices cardio. Voilà, c'était assez général en gardant les distances, en étant le plus sérieux possible sur ça, avec le test Covid du coup avant. Et voilà, en fait, pendant tout le mois de juin, ça a été que ça, c'est-à-dire des préparations physiques, vraiment parce que pendant 3 mois, ça a été quand même très compliqué. 3 Donc mois. Pas de tatami. Pas de tatami. Pendant pas 3 de mois. tatami pendant le confinement, bien d'accord. évidemment. Oui, bien sûr. Puis mais ensuite, après... le mois qui a suivi du coup au mois de juin. Non, pas de tatami, seulement de la préparation physique, en fait, de façon à justement reprendre du physique
déjà, de avez perdre un fait- peu de poids, de prendre du physique. Vous avez fait que de la réathlétisation? Réathlétisation, Et après, vous tout avez ce qui était après, il y a eu un peu une partie technique, mais la partie technique c'était toujours un peu sous forme de distance en fait, avec des élastiques. Chacun avait son élastique. Voilà, on mettait sur un rebord et puis on tournait le dos. Voilà, on faisait des utilicombis avec D'accord. d'élastiques et voilà. Et il n'y a pas C'est- eu de cas de Covid, des... À ma connaissance, il y en a eu aucun au mois de juin, D'accord. ni même au mois de juillet, parce que derrière on a repris sur le stage de Houlgat. Pareil, D'accord. chacun d'entre nous était obligé de faire le test PCR ainsi que le test sérologique. Donc vous êtes Pour, testé tous les combien là par exemple? Bah, il n'y a pas vraiment de temps prédéfini. D'accord. Par contre, au début de chaque reprise, on était obligatoirement testé. C'est-à-dire que avant le stage de Houlgat, on a dû être testé. Avant le stage à l'INSEP, pareil. Avant la reprise le 31 août, c'était la même chose. En fait, à chaque fois, il y avait des tests qui étaient Et t'as pris combien de C'était kilos bon. pendant le confinement du coup? ah, ça, c'est une très bonne question. J'aimerais le savoir aussi. Bon, très bien. En tous les cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la fédération, notamment quand vous dirigez un club, puisqu'il y a un rappel des règles sanitaires qu'il est vraiment impératif de respecter. Et puis, il y a aussi un numéro voilà, il y a des gens qui pourront vous renseigner si vous avez des questions plus spécifiques. Alors, on va parler maintenant de notre sujet transfert. Et donc, le mercato a commencé très très fort cette année avec deux pôles d'attraction. Il y a d'abord évidemment Blanc-Ménil où on observe quelques départs, notamment le départ surprise de Guillaume Chêne. Et puis il y a le PSG, alors qui accueille, c'est un peu le même phénomène qu'au foot, qui accueille des stars tour de bras avec notamment Roman Dico, Marie-Ève Gaillet et Alpha Diallo, donc le dernier en date. Donc je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur le sujet, Emmanuel. Oui, bah on est dans une période effectivement où on avait pensé que le SBM allait prendre une sorte de leadership, un peu comme le Levallois de la décennie précédente, c'est-à-dire pendant plusieurs années truster les titres parce que capable avec son million d'euros de budget voilà, d'avoir l'équipe de France en grande partie. Et en fait, on voit que cette année, bah ils ont perdu un peu de leur superbe sur les garçons, pour des raisons qui sont probablement liées à des restructurations internes. Alors il y a peut-être des problèmes de budget de ce qu'on nous dit, et puis des disputes d'hommes. Il faut que c'est une équipe qui est en train de se reformer, donc du coup bah les athlètes sont sensibles à ça. Je pense que Guillaume Chêne part à cause de ça. Du coup ça veut dire qu'en fait ils perdent Guillaume Chêne, ce qui est très important. Ils n'ont plus de 81 non plus. Et donc ça fait une équipe qui va être très très forte sur deux postes, puisqu'il y aura Aurélien Diès en 90 et Cyril Marais en plus 90, mais qui sera beaucoup plus flou sur l'as. Donc eux ils perdent un peu de la superbe chez les garçons. Chez les filles c'est un Les filles, autre problème. ça reste très fort chez les filles. Ça reste très fort parce que ils perdent Roman Dico, qui va effectivement au PSG, mais il faut se rappeler que Roman Dico n'a pas tiré l'année dernière puisqu'elle était blessée, en reprise. Et ils ont quand même dominé la situation. Ils ont dominé une situation où Champigny n'était pas là non plus. Donc en fait, ça va être quand même un vrai enjeu chez les filles. Et PSG, effectivement, PSG, est-ce que c'est un mercato? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je pense que c'est un club qui est en train de se déployer, qui est arrivé doucement, avec un peu je trouve avec une forme de pondération. Ils ont ouvert un club pour les jeunes. Ils ont engagé une équipe valable avec quelqu'un comme Nicolas Motion qui est très respecté dans le milieu. Ils ont travaillé avec une équipe jeune, et puis maintenant on sent qu'il y a une forme d'impatience, peut-être une opportunité aussi. Moi j'étais très perturbé justement par leur manque de patience, parce que là maintenant tu veux dire? Ouais, là sur ce mercato, parce que ça, quand ils ont redémarré le PSG, c'était non, la seule tête d'affiche qu'on veut, c'était dit, et derrière on prépare l'avenir, on prépare 2024. Et là, cette année, ils nous balancent un gros missile, un gros pavé dans la mare en prenant toute l'équipe féminine et en commençant à démarrer pas mal chez les garçons. Mais ils prennent des jeunes parce qu'ils avaient dit qu'ils prenaient les meilleurs jeunes. Ça reste leur ligne directrice. Non, parce que leurs meilleurs jeunes, c'était les juniors. Leur ligne directrice, c'était on prend les meilleurs juniors et on les emmène jusqu'à 2024. Oui, mais là, ça reste... Romane, elle a quel âge? Elle a 20 ans.
voilà, 22, je crois. Ouais. Bah là, en fait, il y a un effet d'aubaine. C'est pas exactement, je 21, dirais, ouais, je dirais moins que ça. voilà, un Ouais. peu, Il y a du la mal avec vingtaine, les un âges. peu Il y a plus. du mal Ouais, avec j'ai les du âges. mal avec les âges. C'est vrai que je suis pas trop pour ça. Non, il y a un effet d'aubaine probablement lié, par exemple, au fait qu'il y a des opportunités à prendre. Et surtout, bah, c'est quand même des gens jeunes. Ils prennent des gens très jeunes. Alpha, il a quoi? Il a 23 ans, 22, Il a mon 23 âge. ans. Ouais. Roman, elle a 21 Il a fait ans, 24. 20 ans. Marie-Ève, à peine plus. Donc, finalement, dans le mouvement qu'ils ont lancé, notamment, ils ont une équipe fille qui est très prometteuse avec Mogdar, Faiza Mogdar, et puis la 57 aussi. Donc, bon voilà, ils sont en train de compléter. Je trouve pas que ce soit un changement complet de cap en fait. En revanche, effectivement, tout d'un coup, ils débarquent. Là, c'est sûr Il y a que quand même une maintenant, c'est un petite gros différence. Il y a quand même une petite différence parce que du coup, quand ils ont pris les juniors, c'était plus dans de la formation. Alors que là, c'est des personnes, pour la plupart, qui sont déjà installées dans la catégorie. groupe. C'est la formation, mais Plutôt ils avaient bien. Teddy Riner déjà. Donc, Oui, non, mais Teddy, c'était la tête d'affiche. Mais je parle dans le projet global, c'était vraiment la formation pour 2024, alors que là, en l'occurrence, c'est des personnes qui sont déjà installées dans leur catégorie et ils respective. prennent effectivement dans cette optique-là. Laurent Caléja va travailler avec Nicolas Motion pour l'équipe première. Donc, Puis je trouve ça ils prennent intéressant. du volume, Je trouve quoi. ça intéressant de prendre aussi des leaders pour attirer les les jeunes. jeunes. Enfin, c'est des locomotives et je pense que ça dynamise aussi le club. Donc moi je trouve ça la stratégie est plutôt assez bonne. Qui décide de ces recrutements au PSG? Comment elle fonctionne? L'émir. C'est quoi la gouvernance? C'est un peu. C'est quoi la gouvernance au PSG? Vous avez. Mais normalement, c'est Jamel en C'est tout cas Jamel qui, qui a la c'est manœuvre. Jamel qui tranche. Après, il laisse son staff quand même proposer des noms, mais c'est lui qui a le dernier mot, il me semble. Parce que quand il y avait eu la première demande avec les Benjamin Axus, quand ils avaient voulu créer une grosse team, Jamel il avait dit non parce que par rapport au tarif, ça vaut pas ce qu'il demande. Et on va pas rentrer dans le fait de surpayer les athlètes, mais en tout cas c'est ce qui était annoncé à l'époque sur des transferts comme des Benjamin Axus où il y avait aussi des Lucas Hotman je crois. Bref, il y avait toute une équipe qui était un peu demandée. Oui, de toute façon, ça les intéresse depuis un moment, depuis le début en fait, puisque effectivement tu as raison. La première tentative autour de Teddy, c'était de mettre l'équipe de France. Et ça n'a pas matché complètement. Du coup, ils sont partis sur une idée 2024, plus jeune, etc. Là, ils réharmonisent. Ça reste un groupe qui est très jeune, hein, puisque chez les garçons, alors chez les filles, c'est un groupe jeune et performant. Chez les garçons, ça reste un groupe en devenir, même malgré la présence d'Alpha et de Je trouve Teddy la en politique grand frère. assez juste en fait. Je trouve ça intelligent et je trouve ça voilà. C'est plus équilibré que de prendre des groupes comme ça un petit peu mercenaires, voilà, sur le Blanc-Ménil où d'un seul coup ça explose. C'est que des périodes courtes en fait sur des saisons, alors que là on peut construire aussi, je pense sur la durée, voilà, amener ce groupe aussi sur 2024. Je trouve ça. Voilà, Oui, on sent qu'il y a une ligne et il y a une vraie cohérence dans Pour ce qui répondre à ta est. question, il y a vraiment un nouveau cow-boy dans le duel hockey choral. Là, c'est clair qu'ils arrivent. Ils arrivent comme des adversaires dans la dynamique actuelle qui était assez stable en fait. Oui. Ils sont pas encore mûrs chez les garçons, je pense, pour vraiment jouer le titre. Encore que c'est jouable. Chez les filles, c'est un très gros groupe. S'ils peuvent faire le championnat, parce que Mais c'est une bonne transition vers notre sujet suivant qui est le championnat de France par équipe. Hein. Donc pour rappel, il a lieu à Brest le 3 et le 4 octobre. Et quand on voit se dessiner un peu ce PSG, on se dit qui chez les filles peut battre cette équipe. J'ai l'impression que chez les hommes c'est un peu différent, mais chez les filles ça semble ils vont être difficiles à battre. tu poses la Emmanuel, ouais. chez les filles, PSG est un très groupe, donc déjà on n'est pas absolument sûr qu'ils puissent faire, puisque Oui, il leur faut ça une c'est un point dérogation réglementaire. qu'ils ont demandé, et pour l'instant je ne crois pas qu'ils aient la réponse officielle. Donc ils sont prêts à y aller, je crois qu'ils ont déjà fait les démarches, etc.
et c'est pas absolument sûr qu'ils puissent. Donc effectivement, c'est un groupe énorme puisque il y a Marie-Ève Gaillet et Dico en finale, et puis la championne de France de l'année dernière, Faiza Mokhtar. Mais en fait, ça reste un groupe outsider parce que déjà faire un championnat de France, ça se travaille, ça se prépare. Et puis en face, il y a quand même des très très grosses maisons, puisque chez les garçons, autant il y a un côté un peu flou chez les garçons parce que le niveau est assez homogène, autant chez les filles, il y a l'équipe de France et 1 et 2 qui sont répartis dans quelques groupes. Donc on peut considérer que Blanc-Ménil n'a pratiquement pas perdu de sa puissance parce qu'ils n'ont pas d'Ico, mais ils ont Malonga en plus de 70, ça sera oui, redoutable. Ça reste très solide. Et ils sont très forts dans toutes les catégories ou à peu près. Et Champigny est un groupe terrible. Il y a Bouchard, Clarisse avec Benienou, ça sera, c'est, à mon avis, c'est eux, ESBM et Champigny sont quand même devant aujourd'hui. Chez les filles et chez les garçons, Frédéric, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il y a des grosses écuries, voilà ce qu'on disait. Je pense que Sucy a quand même une équipe très très homogène. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur les 2 premières places. Après, Sainte-Geneviève, hein, bien sûr. Même sans David. Alors, on n'est pas immuable, hein, mais. C'est ça, tu vois, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'ils sont sur la boîte toutes les années. Donc, ouais. Depuis 2009, ils sont sur la boîte, ils sont pas descendus, ils ont gagné 2 fois. Et pourquoi pas encore ramener une médaille cette année. Pour aller chercher le titre, ça peut être un petit peu juste par rapport à d'autres équipes qui sont un peu plus homogènes comme Sucy. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un beau championnat avec cette équipe qui a quand même du coup beaucoup de métiers et l'habitude de faire des grands championnats. Après, c'est ça qui est beau dans les équipes de toute façon. C'est que des fois sur le papier, voilà, ça donne quelque chose, on fait des pronostics, mais au final les équipes c'est tellement différent du côté individuel qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi qui peut arriver. Ce qui s'est passé, je crois, sur le premier titre de Sucy, quand ils étaient face à Levallois, j'avais vu des choses incroyables. Le combat Raymond Dimitri Dragin, j'étais waouh quoi. Je pense que l'esprit d'équipe joue tellement là-dedans que c'est vrai que entre le papier et ce qui se passe, c'est après oui, il y a toujours une base. Il faut quand même. C'est quand même un numéro 3 contre un numéro 1 de l'époque ou à peu près. C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis, je pense que tu as tout à fait raison. D'ailleurs, une chose qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'on est complètement dans l'inconnu en termes de niveau d'entraînement, d'engagement, de motivation, d'esprit d'équipe. Alors là, ça sera une sorte de surprise générale. Et puis avec la période de Covid aussi. Et le Covid. C'est pas ce qui s'est passé du coup pendant les mois qui ont précédé. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi. Bon, en tous les cas, la grosse déception pour le public brestois, c'est que tu seras pas là, Jonathan. La grosse déception. On espère passer l'année prochaine. Raconte un peu l'histoire. Donc, t'es à Montpellier. Je suis au club de Montpellier Judo Olympique. Je suis retourné dans mon club d'origine, du coup. Et puis, voilà, on a fait les régions comme tout le monde. Et puis, on a fait meilleur 3e. C'était pas suffisant pour se qualifier. Et puis, on espère être là l'année prochaine. Et t'as un petit pronostic, toi, sur ces équipes, du coup, de l'extérieur? Pas vraiment, parce que comme j'ai dit, c'est déjà de base sur les équipes, je trouve ça vraiment très compliqué de faire des pronostics. Alors oui, il y a des groupes de tête, mais après dans quel ordre, quand, enfin, j'ai pas d'idée. Et puis avec le Covid, il y a eu vraiment énormément de changements. Enfin, il y a énormément de personnes qui en ont profité, par exemple, moi y compris, qui en ont profité pour passer du temps avec sa famille, pour profiter de choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir le temps de faire, parce que voilà, le judo, le boulot, enfin il y a d'autres trucs qui nous entourent. Là, c'est vrai que ça a été un moyen de se recentrer un peu sur nous-mêmes, de se poser de bonnes questions, de passer du temps avec nos amis et notre famille, enfin passer du temps entre guillemets. Et voilà, donc après comment les différents athlètes ont géré la chose, est-ce qu'ils ont continué à s'entraîner très fort, est-ce qu'ils ont justement pris le temps de prendre une bonne pause, c'est encore des paramètres qui laissent penser que voilà, qu'est-ce qui va se passer aux équipes, ça. Donc tu penses qu'il y aura des surprises a priori? Je pense qu'il y aura des surprises, ça. Et que tout le monde n'aura pas le même état de forme. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des petites blessures justement avec la reprise, suite justement au désentraînement de certains qui ont repris sur les stages. C'est une question que je me posais la dernière fois.
Je dirais que pas plus que ça. En fait, pas plus que d'habitude. Il y a toujours quelques blessures par-ci par-là, mais en fait, c'est jamais. Il n'y a pas eu un pic en fait. Je pense que ça a été assez bien adapté. Là, en l'occurrence, on parlait de l'entraînement qui avait été fait à Olgat. Je pense que à ce moment-là, la structure d'entraînement avait été bien faite, de façon à d'abord réhabituer notre corps à une certaine charge d'entraînement, à se préparer physiquement. Ensuite, quand on a commencé à passer à l'étape technique et randori, c'était vraiment dans l'esprit randori souple, de ne pas chercher à bloquer, de ne pas chercher à Et je pense que ça a été un thème très respecté par les différents athlètes, ce qui a évité au maximum les blessures. Après. Chaque année, il y a toujours quelques blessures par-ci par-là, mais là, de tête, je vois pas de grands blessés actuellement, quoi. Et moi, j'ai discuté un petit peu avec Christophe Massina, donc entraîneur des équipes de France, qui me disait qu'en fait, cette coupure avait plutôt été bénéfique, dans le sens où il avait retrouvé une envie et une qualité de travail. C'est vrai que la saison fait que on enchaîne tout le temps, puis il y a avec le modèle en plus actuel, il y a vraiment jamais de pause. Donc du coup retrouver aussi un peu de couper et puis retrouver de l'envie et du coup notre manière de travailler. Je pense que c'est un mal pour un bien. En tout cas j'espère pour le judo français que ça va repartir sur les bons chapeaux de roue. Donc on va maintenant passer au sujet des élections à la tête de la fédération. Donc ces élections ont lieu le 22 novembre et donc il y a deux candidats qui se dessinent. Donc évidemment il y a Jean-Luc Rouget qui est en place depuis 4 mandats et donc qui postule pour un 5e mandat. Et puis il y a une liste un peu surprise qui est celle de Stéphane Nomis qui a créé une liste qui s'appelle Pour le judo, au sein de laquelle de nombreux athlètes comme toi Frédéric, comme Gévry Zeman, comme Frédéric Jossinet, qui ont rejoint ce groupe. Donc d'abord, je voulais savoir, est-ce que c'est une bonne chose pour le judo d'avoir une telle opposition à la tête de la fédération ? Bien sûr, je pense que c'est important d'avoir déjà un débat d'idées. Avoir une pensée unique, c'est toujours un petit peu, on avance que dans un sens. Donc, je pense que c'est important d'écouter les idées des gens. Donc, nous, on a eu notre feuille de route, c'était d'aller à la rencontre des comités pour interroger un petit peu, d'être sur le terrain, de savoir ce qui se passe, parce que forcément, ce qui arrive en région parisienne ne se passe pas comme ça en Bretagne, ne se passe pas comme ça. Moi, j'habite à la campagne, dans le Tarn-et-Garonne, donc les soucis qu'on rencontre, c'est pas les mêmes qu'à la capitale. Donc, c'était important d'entendre. Je pense que les gens ont vraiment apprécié qu'on les écoute. Parce que depuis plus de 20 ans, ils n'ont jamais rencontré personne Rouget l'ont jamais vu chez eux. On a rencontré des gens de l'Aveyron qui nous ont dit ils étaient surpris de nous voir, qu'on puisse venir les voir là où ils habitaient. Donc voilà, je pense que c'est important de leur donner la parole et puis on veut vraiment coécrire en fait le programme et puis répondre au plus près aux attentes du terrain. Alors comment elle se passe cette campagne concrètement ? Est-ce que donc vous allez à la rencontre des ligues, des présidents de clubs, comment ça se passe ? Alors pas des ligues, on a lancé un questionnaire au tout début pour interroger une diversité de populations, des présidents, des profs, des ceintures noires, pour avoir un petit peu un état des lieux. Ouais. Et après, l'idée c'était d'aller sur les territoires, de rencontrer les votants. Les votants c'est le comité, puisque les clubs élisent la liste des comités avec les délégués nationaux. Donc c'est eux qui après vont élire le président de la fédération. Donc on voulait aller dans les territoires pour recueillir un petit peu. L'idée c'était pas de dire votez pour nous. L'idée c'était vraiment de poser les choses et puis de les écouter. Voilà, c'est vraiment la priorité. Aujourd'hui on a donné aucune directive, on a écouté, on a entendu, on les a fait parler, on a donné un petit peu aussi notre philosophie de notre vision du judo. Donc voilà, ça a été vraiment, c'est assez fabuleux de se rendre compte que il y a des intelligences partout. Il y a vraiment beaucoup d'idées qui ressortent dans les territoires et malheureusement on ne sait pas jusque-là en profiter.
Et d'ailleurs, on a plutôt tendance à écraser ces gens qui ont un petit peu des idées en leur disant que non, c'est bon, nous on sait faire et pas vous. Alors que voilà, moi le judo, j'ai toujours appris que c'était le partage, l'échange. Et je pense qu'on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si on arrivait à mettre tout en commun et puis à proposer les idées de chacun. Voilà, il y a des idées qui sont dans l'Est. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut facilement retranscrire dans le Sud ou ailleurs. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Rouget? Ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont sur la table? Alors, encore une fois, nous, aujourd'hui, le programme n'est pas encore établi. On est vraiment à l'écoute. Donc, le reproche, si reproche y avait, encore une fois, on n'est pas contre la fédération. Malheureusement, j'ai envie de dire, le constat, c'est que depuis 10 ans, la fédération est en déclin. Il y a une perte de 80 000 licences en ces 10 ans. 800 professeurs encore cette année qui ont arrêté, 8000 ceintures noires. Un budget qu'on a du mal à comprendre. Voilà, on a des bâtiments comme l'Institut du Judo, comme Villebon, comme l'INSEP, c'est un petit peu autre chose, mais qui coûtent très très cher. Voilà, aujourd'hui, on a estimé à peu près à 13 millions depuis 10 ans de pertes de chiffres par rapport à ces bâtiments. Et en fait, on se rend compte 13 millions sur un budget de... Alors, sur le budget, il est à peu près de 30 millions. Mais là, c'est 13 millions sur les 10 années. D'accord. Donc, c'est à peu près 1 million, 1,5 million par an de pertes. Et c'est vrai que quand on interroge les électeurs, donc les présidents de comité, les délégués nationaux, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment au courant. Enfin, c'est vrai que dans les assemblées générales, les choses sont tournées de telle manière que voilà, le Kidam, il ne comprend pas grand-chose. Donc, on leur demande d'appuyer sur un bouton et de voter. Et ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'est vrai quand on a des gens qui s'y connaissent, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on va avoir des choses qui sont assez effrayantes et on se demande comment la fédération peut continuer dans ces conditions-là à essayer de survivre. Et on le perçoit, moi, depuis quelques années, on sent que c'est un peu la course à la licence parce que 70% du budget, c'est les licences. Donc forcément, la perte des licences impacte aussi sur ce budget-là et sur la redistribution en général. Moi, depuis quelques années, on sent que les équipes, moi je le vois sur les pôles où on sort un petit peu moins d'enfants, sur les équipes il y a aussi beaucoup moins de sorties, sur les comités, voilà, bon après il y a sans doute d'autres leviers qui se sont arrêtés, qui sont déplacés, donc dans la complexité de gérer aussi un budget. Donc nous déjà ce qu'on propose c'est d'essayer d'équilibrer avec des finances, aller chercher d'autres finances un peu plus privées pour que la part du budget des licences soit moins important, que ça nous impacte moins surtout. Limiter les dépenses sur l'IJ et sur Villebon. Qu'est-ce qu'on va faire de Villebon aujourd'hui? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable? Voilà, c'est des questions qu'on se pose et qu'on étudie. Et puis pour permettre une redistribution, redonner un peu plus d'argent sur les territoires pour que les gens aussi puissent faire plus de choses. On se rend compte qu'aujourd'hui les cadres techniques sont dans des situations, on va dire, un peu précaires. Ils ont à peu près 1 500 € en moyenne sur les territoires, donc forcément ils vont chercher d'autres moyens d'avoir des rentrées d'argent. Donc c'est pas possible de se concentrer, et puis avec le travail qu'on leur demande, de se concentrer essentiellement là-dessus et d'avoir un travail efficace là-dessus. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut essayer de repenser. Donc on a des idées, et on devrait avoir un programme assez prochainement. On a des états généraux qui vont se positionner prochainement, donc on va encore interroger un petit peu plus de monde, et puis après on va faire le bilan, et puis on va sortir un programme par rapport à ces interrogations-là. Et puis il y a quand même le sujet de la longueur du règne, j'allais dire, puisque là Jean-Luc Rouget finit son 4e mandat, donc il postule pour un 5e. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable à la tête d'une fédération? Peut-être Emmanuel, tu peux nous... Ce qui est très intéressant, j'écoute Frédéric avec attention. Alors il faudrait évidemment qu'il y ait un contradicteur qui puisse te dire des choses. Ça ne sera pas mon cas, moi je suis observateur attentif. Ce qui est intéressant à sentir, c'est que c'est une nouvelle génération qui s'organise et qui pose des questions. Qui met le doigt dessus. Ça crée une forme d'inconfort pour l'équipe dirigeante, c'est très clair, où il y a des gens de valeur, évidemment. Et l'inconfort, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, effectivement, diriger une fédération longtemps, c'est compliqué. Donc, Jean-Luc Rouget pense qu'il peut encore le faire pendant encore un mandat, probablement, puisque c'est ce qu'on entend dire, c'est son sujet. Mais du coup, il doit répondre effectivement à ces enjeux-là.
et il va le faire. Je pense que du coup, ça oblige cette équipe à s'organiser, à réfléchir à qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Et nous, de notre point de vue, c'est-à-dire des observateurs attentifs et passionnés, le fait qu'il y ait un débat, c'est très bien. Oui, cette concurrence est vertueuse, un peu comme... Absolument. Et du coup, elle a une question. Comment un peu du coup cette liste pour le judo qu'on entend beaucoup sur les réseaux, aujourd'hui, elle a un peu, ça s'efface petit à petit, mais elle a une image de revanchard. Et est-ce que vous avez peur que ça continue à vous coller sur le dos? Et est-ce que c'est vrai? Et si c'est pas vrai, qu'est-ce qui fait que Non, on ne devrait pas penser ça, quoi? Oui, non, moi, après, alors, moi, j'ai pas entendu ça sur le terrain. Après, bon, faut aussi se méfier de la désinformation de l'équipe en face aussi. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent pour nous discréditer. Encore une fois, non, c'est une équipe jeune. Moi, je note surtout que dans les fédérations d'autres pays aujourd'hui, ça bascule. On voit en Suisse avec Al Janden qui donne génération. On voit en Belgique avec une jeune femme de 33 ans qui a été élue, Nicolas Gilles au Canada. Donc je pense qu'il y a aussi un tournant. Je pense qu'il y a l'ancienne génération a fait un certain temps. Je pense que l'énergie qu'il faut pour apporter des nouvelles idées, 4 mandats, c'est quand même très long. Encore une fois, Jean-Luc a sans doute fait des choses très intéressantes. Maintenant, moi, le sentiment que j'ai, c'est que depuis une dizaine d'années, les choses elles s'estompent, que son combat il est un peu ailleurs. Faut quand même savoir que aujourd'hui, il est payé à la fédération pour travailler 2 jours et 3 jours à la fédération internationale. Donc la part des choses, elle est aussi, on a l'impression qu'il fait tout pour la fédération française, mais non, il donne aussi beaucoup à la fédération internationale. Donc je pense qu'il faut redynamiser, remettre un petit peu d'énergie dans tout ça. On est une équipe qui, je pense, la moyenne d'âge est autour des 42 ans. On a voulu, nous a plutôt dénoté encore des sportifs de haut niveau, mais non. Alors bien sûr, à un moment donné, il faut aller au charbon et c'est clair que il faut aussi des têtes d'affiche pour y aller. Sinon, il y a pas cet impact. Stéphane, je pense que aujourd'hui, il a aussi une vision du judo international également par son travail auprès de la présidence européenne. Je pense que il y a un contexte. C'est le moment. Ça a peut-être pas été il y a 8 ans pour Stéphane Traîneau. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse changer les choses. Et puis il y a vraiment une grogne profonde. Depuis, alors c'est un ensemble de choses, les changements de règles, d'arbitrage, tout ça. Je retrouve pas mon judo, je retrouve pas le plaisir de pratiquer. Les enfants que j'entraîne, ils s'éclatent pas sur le tapis. Ah, mais ça, c'est la Fédé internationale aussi. Oui, mais c'est un ensemble de choses, mais bien sûr. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a proposé? La Fédération internationale, c'est une chose. Est-ce qu'on peut pas proposer un arbitrage français? Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui? Ils ont été. Ouais, mais après, encore une fois, c'est des choses qu'on va réfléchir et qu'on va essayer d'analyser pour. Encore une fois, je dis pas que les choses elles sont faciles, que pourquoi on perd autant d'adhérents, pourquoi il n'y a pas autant de renouvellement, pourquoi les ceintures noires arrêtent, pourquoi on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui de garder. Moi, j'ai, je pense une rancœur sur les pôles espoirs parce que je me dis qu'on envoie un certain nombre d'enfants dans ces pôles et au bout du compte, combien continuent leur parcours. La proportionnalité des gens qui en fait arrêtent le judo, c'est pas qu'ils reviennent dans les clubs, c'est qu'ils arrêtent le judo. Moi, ça me dérange. Je pense qu'il y a des choses encore à faire pour essayer de conserver, de proposer une multitude de choses pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que Jean-Luc était payé 2 jours par la Fédé et 3 jours à la Fédé internationale. C'est-à-dire qu'il divise son temps. Mais Stéphane, c'est un chef d'entreprise qui fait quand même beaucoup de choses. Donc, il va être payé en tant que chef d'entreprise, mais quand il va travailler à la Fédé aussi, du coup, il va être payé. Comment il va réussir à partager son temps? Bénévole, il n'acceptera pas le salaire de la fédération. Après, il continuera bien sûr à gérer ses entreprises. Maintenant, alors c'est aussi dans la modernité du chef d'entreprise, c'est que bien sûr, il est capable de déléguer à des personnes. Alors bien sûr,
Moi aussi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est parfois les compétences qu'on a positionnées dans la fédération. Donc, est-ce que de prendre peut-être parfois aussi des gens de l'extérieur, mais avec des compétences supérieures, est-ce que c'est pas bénéfique aussi à tout le monde? Voilà, encore une fois, les énergies qu'on peut mettre sont un petit peu différentes. Donc, mettre des bonnes personnes au bon poste, et puis surtout faire confiance. Je pense que c'est important qu'on redistribue aussi aux régions et aux comités un peu plus de responsabilité, parce que à force de tout enlever, en fait, ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là. Voilà, et je pense que ça, c'est important que chacun retrouve un peu aussi cette énergie, cette confiance dans le travail, cette bienveillance. Voilà, je pense que c'est un mot qui est important aussi dans notre équipe, c'est la bienveillance, parce que on est tous bénévoles, en grande majorité bénévoles, et qu'à un moment donné, on a aussi besoin de se faire plaisir. David, tu as des commentaires particuliers à faire sur d'autres ce questions? sujet? Non. J'ai hâte de voir le dénouement de ces élections. C'est la première fois depuis que je fais du judo et du haut niveau que je vois des débats un peu animés comme ça. Donc j'ai hâte de voir moi du coup la dernière ligne droite et l'issue. J'ai la sensation que ça va être palpitant jusqu'au bout. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les quatre pour votre participation. On va faire quand même un petit peu de publicité pour l'esprit du judo, puisque Emmanuel, tu es avec nous. Donc le prochain numéro consacre à une une assez... on se demande pourquoi c'est l'esprit du judo qui fait cette une. Hein. Ça pourrait être une d'un news magazine. Pouvons-nous changer le monde? Alors évidemment, c'est le rôle du judo dans ce changement d'air. Il y a le monde d'après, c'est un peu l'expression qui fleurit beaucoup. Et donc nous, on interroge des gens qui étaient on est dans une logique un peu de transition. Il y a la pandémie, il y a le Covid, mais il y a aussi une sorte de société un peu en glissement. On sait pas très bien dans quelle transition on est, mais on devine qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et donc on a interviewé des gens qui sont un peu dans une recherche de cohérence, etc., et qui utilisent le judo comme un levier. On rappelle d'ailleurs que le judo, c'est pas simplement un sport, même olympique et mondial, brillamment représenté ici, mais aussi un fer de lance, c'est-à-dire une école pour la personnalité des gens. Et donc, ces gens s'appuient un peu sur le judo, ils nous en parlent. Et il y a une interview très importante, très intéressante d'un homme qui s'appelle Flavio Canto, qui est un Brésilien, qui est un très grand champion, qui est en train de vraiment bouger le Brésil par son organisation sportive avec le judo à la base. Il travaille sur le judo, il travaille pour les favelas, etc. Bon, voilà, c'est notre sujet. Eh ben merci Emmanuel, on a hâte de découvrir ce numéro. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Désormais, l'Open Débrief aura lieu tous les mois. Donc vous pourrez vous retrouver notre émission en ligne évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires et puis même à nous suggérer des sujets. Hein. C'est une émission qui doit être interactive pour être une émission réussie. Donc allez-y, dites-nous ce que vous pensez et donnez vos idées. Voilà, merci à tous et à très bientôt.